Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va corriger le sujet du CNIME de l'édition 2018 pour la filière ECT. Épreuve de mathématiques, partie informatique. Cette épreuve, il comporte 3 questions d'informatique. Ça devient une habitude ces dernières années, avoir 3 ou 4 questions informatiques en programmation syllabes dans la partie informatique. La première question, c'est à l'exercice 2. Question à l'exercice 2, on demande de compléter, en utilisant la formule trouvée à la question A, on demande de compléter les commandes syllabes suivantes afin qu'ils permettent le calcul de IN pour une valeur de l'entier naturel non nul N. Donc on va compléter ce programme-là. Voilà. Donc, bien sûr, en fonction de la relation qu'on doit trouver dans la question A. C'est pas l'objectif de cette vidéo, donc on suppose que vous avez déjà fait la partie mathématique. Vous devez trouver par exemple pour cette relation IN plus 1 est égal à 1 sur N plus 1. Voilà. Donc c'est la relation qu'on va utiliser pour résoudre la question B. Pour analyser notre programme, donc on va ouvrir l'éditeur Synote. Voilà. On va écrire notre programme dans cet éditeur. Donc on va écrire la même chose. Donc ça commence par ce qu'on appelle une affectation qui concerne la variable n. Il y a deux types d'affectation. On utilise l'affectation soit pour donner une valeur, par exemple ici n égale à 4, ça c'est une affectation d'une valeur, ou bien une expression, une formule, ou bien par lecture. Si la valeur de n est inconnue pour celui qui est en train d'écrire le programme, je suis en train d'écrire le programme, si je ne connais pas la valeur de n, je vais demander cette valeur à l'utilisateur. Donc, c'est l'objectif de la première ligne qu'ils ont donnée. Donc, c'est permettre à l'utilisateur du programme de donner une valeur qui sera attribuée à un entier naturel non nul n. Voilà. Ça, pour la première ligne. On va remarquer l'utilisation de double simple code. Si vous voulez écrire un simple code à l'intérieur d'un message encadré entre simple code, il faut l'écrire en double pour ne pas avoir de problème de syntaxe. Si vous voulez calculer le nème terme d'une suite, une chose qu'il faut penser à faire, c'est d'affecter à i la valeur de affecter à i la valeur de i ici, c'est la valeur de i0. C'est le premier terme. On le fait toujours, c'est une règle. Avant de faire de n'importe quelle manipulation, il faut donner à i ou bien à u, en fonction de la suite, la valeur du premier terme. Une deuxième chose à noter, c'est que tous les termes de la suite, ils portent le même nom. On n'a pas la possibilité de donner un nom à chaque terme de la suite parce que le nombre de termes, pour notre cas, c'est n, c'est beaucoup. Et c'est inconnu, on peut pas, parce qu'on connaît pas la valeur de n. Donc, tous les termes, ils portent le même nom, c'est i.
Donc, la première valeur de i, c'est la valeur du premier terme. Il faut garder ça à l'esprit. On va souvent avoir des problèmes de ce type. Et à chaque fois, i, il prend la valeur du premier terme. Ici, c'est i0, ça peut être i1 dans un autre contexte ou n'importe quelle autre valeur. L'essentiel, c'est que c'est le premier terme de la suite. Il se trouve que i0, pour notre cas, i0, c'est quoi? Bah, on a in, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini gn de t dt. Ça veut dire que i0, c'est l'intégrale de 0 plus l'infini g0 de t, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est 1 sur 1 plus exponentielle de t. C'est, normalement, vous devez trouver log de 2. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va attribuer à i la valeur de log de 2. Voilà. Par la suite, ce qu'on va faire avec cette relation, on va l'utiliser pour calculer in. Donc ça veut dire que dans notre cas, in plus 1, c'est 1 sur n plus 1 moins la valeur de in. En d'autres termes, pour calculer i1, on doit donner à n la valeur 0. Donc ça va donner i1 égale à 1 sur 0 plus 1, c'est-à-dire 1 moins i0. Pour calculer i2, on doit donner à n la valeur 1. Et ainsi de suite jusqu'au dernier terme. Pour calculer in à partir de cette formule, il faut donner à n, il faut remplacer n par n moins 1. Ça veut dire que le nombre de termes qu'on va calculer, c'est n. C'est connu, c'est pour ça qu'on va utiliser la boucle for. Une boucle for, c'est une structure qui permet d'exprimer la répétition dans le cas où le nombre de répétitions est connu. Et dans notre cas, le nombre de répétitions c'est n, c'est connu. Cette boucle, elle accepte comme paramètre ce qu'on appelle un compteur. Il porte un nom de votre choix. Ici, on a choisi de le nommer k. Tout simplement, ce k, il va prendre les valeurs de 0 jusqu'au dernier terme, c'est-à-dire n-1. Ce qu'on va faire ici, c'est d'exprimer la valeur de récurrence, c'est-à-dire cette relation. in plus 1, c'est 1 sur n plus 1 moins in. Dans notre cas, c'est en fonction de k, donc ik plus 1, c'est 1 sur k plus 1 moins ik. Sauf que ik plus 1 et ik seront représentés par le même nom, c'est-à-dire i. Notre terme, on doit écrire i égale à 1 sur k plus 1 1 sur k plus 1 moins i. Comment fonctionne cette formule? C'est une affectation, donc une affectation, il fonctionne toujours de la même manière. On calcule la partie droite, c'est-à-dire cette partie. Ça va représenter 1 sur k plus 1, sachant que k est égal à 0 au départ. Ça va donner 1 sur 1, c'est 1, moins i. Et i, c'est log de 2 au départ, c'est-à-dire c'est i0. Donc 1 moins i0, ça va donner i1. Cette valeur, il sera stocké dans la variable x, c'est-à-dire qu'on va écraser log de 2, c'est-à-dire on va écraser i0 et on va le remplacer par i1. i0, il est perdu à tout jamais. Ensuite, k prend la prochaine valeur. La prochaine valeur de k, c'est 1. De 0 jusqu'à 1, on marque ici, qu'on n'a pas écrit le temps, on peut l'écrire comme ça.
Mais si le pas est égal à 1, on l'écrit pas. On écrit le pas s'il est égal à, s'il est différent de 1, par exemple, s'il est égal à 2, on l'écrit comme ça. C'est-à-dire que k, il prend les valeurs de 0 jusqu'à n-1, mais en avançant de 2. Ici, on avance de 1, pas la peine de l'écrire. C'est la valeur par défaut. Donc, pour k égale à 1, on va calculer 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi, moins la valeur de i, c'est-à-dire i1. Ça va donner i2. Ben, cette valeur, il sera stockée dans i. En d'autres termes, à chaque fois qu'on calcule un nouveau terme, on le stocke dans i, c'est-à-dire on perd l'ancien terme. Dans la dernière itération, c'est-à-dire pour n-1, on va calculer 1 sur n-1 plus 1, c'est-à-dire 1 sur n, moins i qui va représenter in-1, ben, le tout, ça va donner i, c'est la valeur de voilà. Ben, une fois on termine la boucle, c'est-à-dire qu'on calcule tous les termes, bien sûr, à chaque fois qu'on calcule un nouveau terme, il va écraser l'ancien, et il va nous rester le dernier terme de la suite. Il faut l'afficher, ben, on l'affiche comme ça, i. Bien sûr, vous avez le choix de garder le programme comme ça. On va le faire dans un premier temps. On va garder, donc ça c'est la question de A, ou bien de B, peu importe, voilà. Dans la console, vous allez voir, la première chose qui est exécutée, c'est ce message-là. On demande de donner une valeur à l'antinaturel non nulle. 1, par exemple 5. Vous voyez, c'est i5. Bien sûr, afficher une valeur comme ça n'a pas de signification pour l'utilisateur. Il faut ajouter un message à côté. C'est pour ça qu'on va ajouter ici le message qu'ils ont affiché là, donc c'est-à-dire la valeur de i. Et voilà, on va exécuter, enregistrer. Vous voyez, on va demander la même valeur. Vous voyez, la valeur de i est de 0,09. Ça pour la question, la première question de la partie informatique. Une dernière chose avant de passer à la question suivante. Si vous faites ça, cet affichage à l'intérieur de la boucle, chose qu'on ne doit pas faire, mais c'est juste pour tester, vous allez voir que vous allez pouvoir afficher tous les termes calculés par le programme, c'est-à-dire I1, I2, I3, I4, et enfin I5, notre valeur, ou la valeur qui nous concerne. La valeur, la première, c'est I1, la deuxième, c'est I2, I3, I4, et notre valeur I5. On est intéressé uniquement par la dernière, donc on va garder uniquement la dernière. C'est-à-dire que ce message, il ne c'est pas un message qui doit s'exécuter plusieurs fois. Donc on doit le faire sortir de la boucle. Ça c'est pour la question 2B. Par la suite, on va passer à la question suivante. C'est la question de l'exercice. Exercice 3, partie 2. Dans la question 3, on demande de recopier et compléter le programme Synapse afin qu'il calcule et affiche les valeurs de A15, B15 et C15. C'est une question qui ressemble à la question précédente. Le programme il commence par une affectation qui concerne une variable A. C'est généralement la matrice. C'est une matrice qui est définie au début de notre programme. Ça, c'est notre matrice A. On va voir comment définir notre matrice.
Par la suite, on demande d'affecter une valeur à U. Et U, ou bien en général, d'après cet exercice, UN, c'est le vecteur composé des composantes AN, BN et CN. Ça c'est UN. UN plus 1, c'est AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1. Ce qui veut dire que, on peut dire que I0, c'est A0, B0, C0, c'est-à-dire 1 demi, 1 tiers, 1 sixième. C'est 1 demi, 1 tiers et 1 sixième. Ça c'est I0. Voilà, donc ce sont les données qu'on va définir, qu'on va utiliser pour définir notre programme. Par contre, on aura besoin de la réponse de la question 2, qui devra être faite dans la partie mathématique pour pouvoir faire cet exercice. Donc c'est, on va la coller, normalement c'est ça. Vous trouvez que UN plus 1 qui représente AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1, c'est 3 sur 5 AN plus 1 sur 5 BN plus 1 sur 5 CN. Voilà, ainsi de suite. Si on factorise par 1 sur 5, on aura cette matrice qui représente la matrice A fois AN, BN, CN. Ou bien, en d'autres termes, c'est A fois UN. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que UN plus 1, c'est A fois UN. Voilà. Donc, on va recopier ce programme, on va créer un nouveau programme. Ici, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de demande à l'utilisateur de saisir une valeur parce que on a fixé les termes qu'on cherche à calculer, c'est A15, B15, C15, en d'autres termes, c'est U15. Donc, première chose à faire, c'est de créer, d'affecter une valeur à A. Bah, A, c'est quoi? C'est notre matrice qui est définie en haut, c'est 1 sur 5. J'utilise toujours les parenthèses pour éviter les problèmes de priorité des opérateurs, multiplié par le vecteur de la matrice. Pour définir une matrice, on utilise les crochets. Pour définir un vecteur, on utilise des crochets. Donc 3, 1, 1, c'est un vecteur ligne. Pour définir un vecteur ligne, 3, 1, 1. Les composants sont séparés par virgule. Vous pouvez imaginer que la matrice, c'est un ensemble de 3 composantes sous forme d'un vecteur colonne. Donc, vous pouvez mettre les points virgules pour aller à la nouvelle ligne et créer le deuxième vecteur ligne. Voilà. Puis, de la même manière, pour le troisième vecteur ligne. Ça, c'est notre matrice A. Deuxième ligne de notre programme, on demande d'affecter une valeur à U. Rappelez qu'on cherche à calculer le 15e terme de la suite UN. En d'autres termes, la valeur de U ici, c'est la valeur de U0, c'est-à-dire A0, B0, C0, c'est-à-dire 1 demi, 1 tiers, 1 sixième. C'est un vecteur colonne. Donc ce qu'on doit affecter à U ici, c'est la valeur de U0. C'est 1 demi. Voilà. 1 tiers et 1 sixième. C'est un vecteur colonne, donc il faut séparer les composants par point virgule. Par la suite, on a une boucle. Le compteur de cette boucle, on l'a nommé I. De la même manière, on a une relation entre UN plus 1 et UN. Si on veut calculer U1,
faut donner à n la valeur 0. Si on veut calculer U2, il faut donner à n la valeur 1. Ainsi de suite, jusqu'au dernier terme, si on veut calculer U15, on doit donner à I la valeur 14. On va remplacer n par 14, et de ce fait, on va pouvoir calculer U15. C'est-à-dire que I va prendre des valeurs de 0 jusqu'à 14. Ici, on va, puisqu'on a UN plus 1 est égal à A fois UN, on l'a dit plusieurs fois, tous les termes de la suite, ils portent le même nom. Ça veut dire que à chaque fois que on va incrémenter I, on va ajouter à I la valeur 1, on va calculer A fois U. La première valeur de U, c'est celle-là, c'est U0. Si on la multiplie par 1, on obtient ce qu'on appelle U1. On va la stocker, on va pas la stocker dans une variable qu'on va appeler U1, mais dans une variable qui porte le même nom. En fait, c'est la même variable. Prenez A fois U, vous le calculez, vous prenez le résultat et vous le mettez dans U, c'est-à-dire vous écrasez U0 et vous mettez dans U la valeur de U1. Maintenant, U, il contient la valeur U1. Pour la prochaine valeur de I, vous calculez A fois U1, ça va vous donner U2. Donc cette fois U, il reçoit la valeur de U2, ainsi de suite jusqu'à la dernière itération qui contiendra la valeur de U15. Ce qui reste à faire, c'est afficher, display, la valeur de U. On va faire de la même manière que pour l'exercice précédent. U, donc la valeur de U15 et on va afficher comme ça. Voilà, on va stocker, on va enregistrer cette question. C'est la question 3. Voilà, on a enregistré. Il faut exécuter. Vous voyez, la valeur de U15 est cette valeur 033, 033, 33, 33, 5, ainsi de suite. Voilà pour cet exercice. La dernière question, on demande d'écrire un programme Scilab en utilisant la fonction gerund qui renvoie une matrice à une ligne et 1000 colonnes qui simulent la variable aléatoire y. Il faut revenir en arrière pour voir que y, c'est une variable aléatoire qui suit la loi de Poisson de paramètre bêta. À préciser, ici, c'est pas l'objectif de l'exercice. Vous allez trouver bêta égale à 0,5 normalement. Pour faire la simulation d'une loi probabiliste, d'une loi aléatoire, avec la fonction gerund, en Scilab, on fait de la manière suivante. Le nom, généralement, on garde le nom de la variable aléatoire, égale à gerund. On cherche à faire une simulation pour avoir une matrice M ligne n colonne, c'est-à-dire m fois n réalisation d'une variable qui suit une loi qu'on va saisir entre les apostrophes. Et si on a les paramètres, ça peut être un seul paramètre et on ferme les parenthèses, ou bien deux paramètres, on ferme les parenthèses, ainsi de suite. Ça c'est le travail de la fonction gerund. En d'autres termes, on va faire une simulation dans notre cas. On va dire que y c'est gerund. On cherche à renvoyer une matrice à une ligne, donc m est égal à 1, et 1000 colonnes, donc n est égal à 1000, qui simule la variable aléatoire y. Il suit la loi de Poisson, donc c'est POI, le paramètre 0,5. Voilà, il reste à
demander l'affichage de Y. C'est comme ça qu'on simule une loi probabiliste qui suit la loi de Poisson en langage C. Il suffit d'exécuter. Vous allez voir qu'on aura une matrice qui ne contient que des colonnes. Voilà, le nombre de colonnes est très important, c'est bien. Voilà pour cette épreuve.